Vous êtes sur Euronews, le journal. Sort incertain pour un Philippin pris en otage en Irak. Sa famille et ses amis se mobilisent pour le faire libérer. Le duo démocrate Kerry Edwards en tête des sondages, il a 6 points d'avance sur le tandem républicain dans la course à la présidentielle. Les exigences du Parti des chrétiens démocrates en Italie, il veut peser dans le programme gouvernemental. Et en sport, l'Italien Pozzato, plus jeune coureur du Tour de France, impose le respect aux anciens en remportant la 7e étape. Confusion totale en Irak au sujet de l'otage philippin. Samedi après-midi, il avait été annoncé qu'Angelo de la Cruz était libre. Une nouvelle contredite 1 heure plus tard. Angelo de la Cruz est toujours aux mains de ses ravisseurs. Selon certaines sources, les terroristes ont décidé d'accorder 24 heures supplémentaires au gouvernement philippin afin qu'il fasse preuve de bonne volonté. Manié jusqu'au 20 juillet pour faire évacuer son unique contingent. Angelo de la Cruz restera alors prisonnier jusqu'à cette date. Le gouvernement philippin a décidé de faire un geste. Nous avons interrompu le déploiement de travailleurs philippins et notre contingent humanitaire doit revenir au pays le 20 août. Près de 3000 civils philippins participent actuellement à la reconstruction de l'Irak. Angelo de la Cruz, lui, travaille pour une compagnie saoudienne. Depuis son enlèvement mercredi, ses proches et sa famille n'ont cessé de demander sa libération. De centaines de personnes ont défilé dans les rues de Manille pour faire pression sur le gouvernement. Le tandem démocrate a le vent en poupe aux États-Unis. Selon un tout dernier sondage, les deux John, Kerry et Edwards confortent leur avance sur leurs adversaires républicains dans la course à l'élection présidentielle. Ils recueillent 51% des intentions de vote contre 45% pour les occupants actuels de la Maison-Blanche, George W. Bush et le vice-président Dick Cheney. Le projet de plateforme démocrate s'engage habilement sur le terrain favori du président Bush en promettant de renforcer la sécurité aux États-Unis et de garantir la stabilité en Irak. George W. Bush, lui, tente de rassurer son électorat en demandant que le Congrès adopte un amendement constitutionnel afin d'interdire le mariage des homosexuels. Les deux camps engagés dans la bataille électorale se lancent même des tomates à la figure, ou plus exactement du ketchup. Si l'on achète la marque Heinz, on est soupçonné d'avoir le goût démocrate, puisque l'épouse du candidat démocrate, Teresa Heinz Kerry, est l'héritière du groupe agroalimentaire. Alors des républicains ont lancé la marque W comme un certain George Bush Jr. Le Parti des chrétiens démocrates veut que son avis pèse plus désormais. L'UDC de Marco Follini, qui fait partie de la coalition au pouvoir en Italie, a donc remis son cahier de doléances au chef du gouvernement Silvio Berlusconi, juste avant la tenue ce soir à Rome de la réunion au sommet qui doit permettre de recadrer le programme gouvernemental pour les 2 ans qui restent. Les chrétiens démocrates entendent en effet profiter de leurs bons résultats aux dernières élections européennes, 5,9%, pour parler d'égal à égal avec le parti Forza Italia de Berlusconi, qui a subi un important revers lors de ce même scrutin. Le chef du gouvernement italien se dit prêt à discuter de tout à condition qu'après un accord, l'UDC lui soit fidèle jusqu'au bout. Faute d'accord, prévient le Parti des chrétiens démocrates de son côté, il pourrait sortir de la coalition tout en lui gardant son soutien. Près de 15 000 personnes étaient réunies samedi à San Sebastián en Espagne pour rendre hommage à Ollane Raskin. Cette militante de l'ETA a mis fin à ses jours jeudi alors qu'elle purgeait sa peine en France dans la prison de Fleury-Mérogis. La manifestation a dégénéré au bout d'une vingtaine de minutes. Protestataires et policiers se sont violemment affrontés. Certains sympathisants ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des balles en caoutchouc. En marge de la manifestation, des jeunes ont mis le feu à un vieil autobus, non sans avoir fait descendre tout d'abord les passagers. La voiture utilisée par le tueur du rédacteur en chef de l'édition russe du magazine Forbes a été découverte par la police, mais retrouver l'assassin de Paul Klebnikov et surtout le commanditaire sera extrêmement difficile. Les enquêteurs russes suivent plusieurs pistes, mais selon le parquet, la plus sérieuse est celle qui est liée aux activités professionnelles de Klebnikov. Le journaliste américain, issu d'une famille d'émigrés russes, travaillait pour le magazine Forbes depuis près de 15 ans. En Russie, ce magazine à peine implanté a su très vite faire parler de lui en publiant la liste des 100 premières fortunes du pays. De quoi se faire des ennemis parmi les hommes d'affaires qui cherchent plutôt à rester discrets.
Boris Berezovsky était aussi une cible privilégiée de Khlebnikov. Dans un livre publié en 2000, le journaliste le qualifiait de parrain du Kremlin. Le président de la Géorgie tape du poing sur la table. Mikhail Saakashvili parle désormais d'un réel danger d'une agression de la part d'un État étranger. La Russie est visée. Selon Tbilissi, elle défend en sous-main le séparatisme de l'Ossétie du Sud. Je compte sur le bon sens du président Poutine, a ajouté Mikhail Saakashvili, mais si les instincts impérialistes prennent le dessus, alors ils feront face à un peuple uni. L'Ossétie du Sud a gagné une indépendance de fait lors d'un conflit armé au début des années 90 avec le soutien russe. Jeudi dernier, des miliciens ossètes ont remis de l'huile sur le feu en retenant prisonniers une quarantaine de soldats géorgiens, un acte vécu comme une humiliation par le pouvoir géorgien. Depuis, la situation s'envenime sur la frontière administrative. Hier matin, des échanges de tirs à l'arme automatique ont éclaté dans certains villages et ils se poursuivent. Il y a déjà au moins 4 blessés côté géorgien. Les Allemands se sentent tous un peu orphelins. La mère de la nation, comme ils appelaient avec admiration la comédienne Inge Meisel, les a quittés. La vieille dame de 94 ans est décédée hier d'un arrêt cardiaque dans sa maison de Bullenhausen, près de Hambourg. Fille d'un marchand de tabac juif et d'une Danoise, Inge Meisel avait débuté sa carrière au théâtre dès l'âge de 20 ans, mais à partir de 1933 et jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les nazis lui avaient interdit de jouer, la traitant de comédienne à moitié juive. À partir de 1965, Inge Meisel s'était surtout consacrée à la télévision, participant à plus d'une centaine de productions. À mon avis, expliquait-elle, c'est Dieu qui m'a donné un talent d'actrice dès mon jeune âge. J'ai toujours cru en cela. Ils sont nombreux à avoir tenté l'échappée belle sur la 7e étape du Tour de France. Une étape rythmée par le crachin breton et par un peloton coupé en deux. Des échappées, mais pas vraiment décisives. Les conditions n'étaient pas idéales, comme en témoigne le visage de Lance Armstrong. La plus grosse fuite en avant a été stoppée à 25 km de l'arrivée. Tant pis pour le Belge Marichal et le Néerlandais Dekker. Du coup, c'est 4 autres coureurs qui tentent de s'échapper à accélération d'un petit groupe emmené par Fabian Cancellara, le Suisse, vainqueur du prologue et premier maillot jaune 2004. Mais là encore, la tentative échoue, le peloton ne forme plus qu'un. On s'attend alors à une arrivée massive dans les rues de Saint-Brieuc. Mais sous la flamme rouge qui signale le dernier kilomètre, l'Espagnol Iker Flores place une accélération décisive. Il est suivi dans son effort par son compatriote Francisco Mancebo et l'Italien Filippo Pozzato. Ceux qui avaient également suivi lâchent rapidement prise. Les échappés de la dernière minute se retrouvent à 3 dans les dernières centaines de mètres. Et c'est Pozzato qui va placer un coup d'accélérateur décisif. Le jeune Italien de la formation Fassa Bortolo passe en force et s'impose pour la première fois dans le Tour de France. Il devance Flores et Mancebo. Très belle victoire pour ce coureur de 22 ans, passé professionnel en 2000. Le peloton, lui, est arrivé avec seulement 10 secondes de retard, avec au milieu le leader du général, le français Thomas Voeckler. Un coup d'œil sur le classement de cette 7e étape entre Châteaubriand et Saint-Brieuc. Laurent Brochard règle le sprint du peloton et prend la 4e place. Au général, Thomas Voeckler en jaune avec un peu plus de 3 minutes d'avance sur l'Australien Stuart O'Grady. Lance Armstrong 6e à 9 minutes 35. Le bon air breton au programme ce dimanche, 168 km entre Lamballe dans les Côtes d'Armor et Quimper dans le Finistère. Kimi Raikkonen en pole position, une première cette saison sur le championnat du monde de Formule 1. Le Finlandais s'élancera en tête lors du Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche en début d'après-midi. Une belle performance pour le pilote McLaren Mercedes après un début de saison médiocre. À ses côtés sur la grille de départ du circuit de Silverstone, Rubens Barrichello sur sa Ferrari, le Brésilien vainqueur l'an dernier du Grand Prix de Grande-Bretagne. En deuxième ligne, le prometteur Jenson Button, qui comme Raikkonen n'aura qu'une idée en tête, mettre Ferrari en échec.
Le pilote britannique sur barre Honda qui justement a réussi lors des qualifications un chrono légèrement meilleur que celui de Michael Schumacher. Le pilote allemand s'élancera de la 4e place. Un rappel, le quintuple champion du monde a remporté 9 des 10 premières courses de l'année. Il partira ce dimanche en chasse d'un 10e succès. La rapidité du circuit de Silverstone devrait lui convenir à merveille. Et puis Renault occupera la 5e place sur la grille avec l'Italien Jarno Trulli, le seul pilote qui, hormis Schumacher, a remporté un Grand Prix cette saison. C'était à Monaco. Le Lokomotiv de Moscou ne lâche pas prise dans le championnat russe de football. Légèrement distancés par les équipes de tête, les moscovites n'avaient de toute façon pas d'autre choix que de l'emporter lors de la 16e journée qu'ils disputaient à domicile. Victoire courte mais importante sur le Krylia Sovietov Samara. L'unique but de la rencontre est inscrit par Dimitri Koklov. L'attaquant qui faisait partie de la sélection russe engagée dans l'Euro 2004 au Portugal mais qui n'avait pas marqué, il n'avait même pas joué. Koklov qui reprend de la tête une jolie passe de Loskov. Le Lokomotiv aurait pu aggraver la marque, mais Dimitri Sitchev, l'ancien Marseillais, ne parvient pas à tromper le portier du Krylia Sovietov. 1-0 pour le Lokomotiv. Le point sur les autres matchs avancés de cette 16e journée. Le Zénith Saint-Pétersbourg s'impose à l'extérieur tandis que le Rostelmash Rostov passe 2 buts au Dynamo Moscou. Ce dimanche, place aux autres rencontres. Le Torpedo qui se déplace sur le terrain du Rotor Volgograd peut retrouver sa place de leader. Mais qui va bien pouvoir prendre les rênes de la sélection allemande de football? En tout cas, pas Otto Rehagel. Le tout nouveau champion d'Europe avec la Grèce a déclaré qu'il ne souhaitait pas devenir sélectionneur de la Mannschaft. Il compte désormais emmener la Grèce en Coupe du Monde en 2006 en Allemagne. La fédération allemande est bien embêtée, les candidats ne se bousculent pas pour prendre la succession de Rudi Völler. Il se murmure même que l'ancien sélectionneur pourrait devenir le nouveau. Rainer Schuttler n'ira pas en finale à Gstaad. L'Allemand s'est fait sortir du tournoi helvétique juste avant la dernière marche par la révélation de l'année, le Russe Igor Andreev. Schuttler a dû s'incliner en 3 manches, la dernière était somptueuse. Andreev l'emporte au jeu décisif, score final 6-2, 3-6, 7-6. Andreev qui avait déjà sorti l'Espagnol Albert Costa. En finale, le Russe affrontera l'homme en forme du moment, Roger Federer. En forme pas tant que cela en fait, le Suisse se dit très fatigué après avoir gagné 3 matchs en 2 jours. Il a tout de même réussi à se qualifier pour la finale aux dépens de l'Italien Potito Starace. Un Italien qui a crânement saisi sa chance, il n'a pas hésité à faire déjouer Federer. Chacun remporte une manche avant que le Suisse ne prenne l'ascendant sur son adversaire. Le récent vainqueur de Wimbledon l'emporte en 3 manches, le score 6-3, 3-6, 6-3. Roger Federer, Igor Andreev. Finale inédite à Gstaad, les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés. Le point sur la première journée des quarts de finale de la Fed Cup, c'est du tennis bien sûr. Bon début de la France qui mène 2-0 à l'extérieur. Idéal pour la Belgique aussi, qui débute bien en Espagne. Un partout entre l'Autriche et les États-Unis, entre l'Argentine et la Russie. Et maintenant, les rendez-vous culturels en Europe.
Silvio Berlusconi, tout sourire au milieu des grands argentiers européens. Le chef du Conseil italien a réussi à convaincre les membres de l'Eurogroupe de ne pas sanctionner l'Italie pour ses dérapages budgétaires. Cette décision des ministres des Finances de la zone euro doit encore être entérinée par ceux de l'ensemble de l'Union. Le Premier ministre italien est venu lui-même à Bruxelles présenter ses mesures d'économie puisque c'est lui qui assure par intérim le poste de ministre des Finances depuis la démission de Giulio Tremonti. Le plan d'économie budgétaire de 7,5 milliards d'euros présenté par Berlusconi a été jugé satisfaisant par Gerrit Zalm, le ministre de l'économie des Pays-Bas, qui assure la présidence tournante de l'Union. Le fait que le Premier ministre Berlusconi s'implique personnellement dans ce dossier est une bonne chose, a-t-il dit, un gage que Rome respectera le plafond de 3% du PIB fixé par le pacte de stabilité. Reste la question de la succession de Giulio Tremonti au ministère de l'économie. Mario Monti est pressenti pour le remplacer, mais l'actuel commissaire européen chargé de la concurrence n'a encore fait aucun commentaire sur ses intentions. Martin Schulz, élu chef du groupe des socialistes au Parlement européen, rendu célèbre par son altercation avec Silvio Berlusconi qui lui avait valu d'être traité de capot, le député européen en a profité pour lancer son premier appel au futur président de la Commission. J'invite M. Barroso à se présenter devant le groupe socialiste le 13 juillet afin de présenter son programme et nous exposer ses ambitions en ce qui concerne l'avenir de l'Europe. Après avoir entendu M. Barroso, nous discuterons au sein du groupe de la façon dont nous voterons le 21 juillet. Ce jour-là, les eurodéputés devront dire s'ils acceptent le candidat à la présidence de la Commission européenne. Un scénario de plus en plus probable, car les socialistes et le Parti populaire européen s'apprêtent à conclure une alliance pour se partager une autre présidence, celle du Parlement européen. Les dépensiers n'ont qu'à bien se tenir, c'est en substance le message de Paul Van Buitenen, élu eurodéputé. Ce néerlandais fondateur du parti Europe Transparente a rejoint le groupe des Verts au Parlement européen avec une idée fixe, traquer les dérives et mettre de l'ordre dans les comptes de l'Union. Le groupe des Verts n'a pas été suffisamment actif dans la lutte contre les irrégularités parce qu'ils avaient une des leurs à la Commission européenne, Michael Schreier, qui était d'ailleurs responsable du budget. Ils ne pouvaient pas attaquer leur propre commissaire, or ce handicap n'existe plus et pour moi la voie est désormais libre. Autre dossier qui lui tient à cœur, le cas Edith Cresson. En 1999, Paul Van Buitenen fut l'un des tombeurs de la commission Santer. Il avait notamment pointé du doigt l'ancienne commissaire accusée de népotisme. La semaine dernière, la justice belge lui a accordé un non-lieu. Réaction. Je veux savoir ce que va faire la Commission européenne. Va-t-elle poursuivre la procédure disciplinaire, saisir la Cour européenne de justice ou pas? Et va-t-elle lui ou non priver Mme Cresson de ses droits de pension? Fort de ses 7% aux élections européennes, Paul Van Buitenen entend bien veiller au grain, d'autant que les Néerlandais sont de plus en plus nombreux à trouver leur contribution européenne trop lourde. Un geste fort envers les Chypriotes turcs, c'est ce que propose la Commission européenne. La partie grecque de l'île ayant rejoint l'Union, le but est de rapprocher la partie turque de l'Europe. L'embargo commercial serait donc levé et remplacé par un accord permettant un commerce direct et sans taxe entre le Nord et les 25 États membres. Une très grosse enveloppe serait aussi attribuée aux Chypriotes turcs, 259 millions d'euros sur 3 ans. Cette aide était dans un premier temps liée à la réunification de l'île. Les Chypriotes turcs ayant été les seuls à voter pour, ils sont en quelque sorte récompensés. L'objectif de ces mesures est d'en finir avec l'isolement de la communauté chypriote turque, explique le commissaire européen Günther Verheugen. Nous utilisons pour cela plusieurs instruments, le tout dans l'optique d'un objectif politique qui est de contribuer à la résolution du conflit chypriote et d'aboutir au final à la réunification de l'île. Pas question en revanche de reconnaître la République du Nord qui existe seulement aux yeux de la Turquie. Le Premier ministre Mehmet Ali Talat s'est félicité des concessions bruxelloises tout en suggérant d'aller plus loin en autorisant les liaisons aériennes avec l'extérieur. Reste avant tout à adopter définitivement les mesures annoncées ce mercredi au ministre des Affaires étrangères de se prononcer.
Le programme Erasmus, récompensé par un prestigieux prix espagnol, voilà qui devrait conforter l'Union européenne dans sa politique des échanges universitaires. Le prix Prince des Asturies catégorie coopération internationale récompense aussi bien des personnalités que des initiatives. Le choix 2004 confirme le rôle clé que joue Erasmus dans l'Europe d'aujourd'hui, l'Europe au sens large, car ces bourses et échanges universitaires concernent à présent pas moins de 30 pays. Étudier 3 mois ou 1 an dans un établissement étranger, une expérience qui doit être à la portée du plus grand nombre. C'est le souhait de la commissaire européenne à l'éducation, Viviane Reding. Les nouveaux programmes. C'est un prix avec une très grande renommée et je voudrais remercier le jury d'avoir choisi Erasmus. Je pense en faisant ce grand choix, le jury a choisi les jeunes. Jusqu'à maintenant, nous avons eu 1 million d'étudiants Erasmus. Mon but est d'ici quelques années d'arriver à 3 millions d'étudiants Erasmus. Ce sont toujours des étudiants heureux parce qu'ils ont fait une expérience extraordinaire. Ils ont vécu véritablement l'Europe et sa diversité et c'est de la graine de futurs Européens pour amener ce continent à l'unité. L'Union consacre chaque année quelques 190 millions d'euros au programme et lancera à la rentrée Erasmus Mundus, un nouvel instrument pour attirer les universitaires des pays tiers. À une dizaine de jours de sa première session, le nouveau Parlement européen joue sa présidence. Les tractations vont bon train. Le 20 juillet, les eurodéputés devront choisir leur président. Selon une pratique désormais bien établie, 2 personnalités devraient se partager le mandat de 5 ans. Reste à savoir lesquelles. Si, comme annoncé tambour battant, les socialistes et la droite s'allient, Josep Borrell occupera d'abord le fauteuil, suivi du chef de file du Parti populaire européen, Hans-Gert Pöttering. Un autre scénario est possible et ce sont les socialistes qui choisiront, mais pour l'heure, leur leader, Poul Nyrup Rasmussen, se veut très prudent. Il est beaucoup trop tôt pour parler d'accord. Nous devons rencontrer les différents groupes et je sais que le PPE élira officiellement son candidat la semaine prochaine. Quant à nous, nous aurons des réunions avec les Verts, la gauche unitaire européenne, les libéraux et le PPE la semaine prochaine. Cette autre option, ce serait une alliance de centre-gauche réunissant notamment libéraux, socialistes et verts. Le libéral Bronislaw Geremek et Josep Borrell se partageraient alors la présidence du Parlement. Pour le vert Daniel Cohn-Bendit, la solution. Si nous voulons que la Constitution européenne passe, en tenant compte du fait que l'un des pays à avoir eu des problèmes avec cette Constitution était la Pologne, élire Geremek serait un geste intelligent pour impliquer davantage les pays de l'élargissement. Au menu de cette séance également, l'investiture du candidat au poste de président de la Commission. L'ancien Premier ministre portugais, José Manuel Durão Barroso, a été choisi par les gouvernements, mais les eurodéputés ont le dernier mot et là encore, un revirement est toujours possible. L'Ukraine de Leonid Kouchma et l'Union européenne soucieuses de soigner leurs relations de bon voisinage. Depuis l'élargissement, l'Europe s'étend jusqu'aux frontières du pays et l'Ukraine espère bien rejoindre un jour le club. Ce sommet annuel était l'occasion de discuter d'un plan d'action, commerce, économie, prévention des conflits. Dans tous ces domaines, la coopération sera renforcée. L'Ukraine participera même à la mission de police européenne en Macédoine. Leonid Kouchma a aussi invité les observateurs européens à venir veiller au bon déroulement de l'élection présidentielle fin octobre. Également évoqué la question des visas qui touchent directement les citoyens. Le président de la Commission, Romano Prodi. C'est un gros problème, difficile à résoudre immédiatement. Mais nous pouvons développer une coopération active et efficace pour les personnes vivant tout près des frontières. Il faudrait simplifier les procédures de passage pour ceux qui en ont le plus besoin et plus généralement prendre ensemble d'autres initiatives politiques et économiques. Pour que la politique de bon voisinage cède la place à une adhésion en bonne et due forme, Kiev devra encore faire de nombreux efforts, terminer sa mutation en économie de marché, mais aussi progresser sur les droits civils et la liberté de la presse.
champagne pour arroser l'accord à l'amiable entre Philip Morris et l'Union européenne. Le fabricant de cigarettes s'engage à verser environ 1 milliard d'euros sur 12 ans pour aider l'Europe à freiner la contrebande et la contrefaçon. L'épilogue d'une dispute vieille de 4 ans, Philip Morris s'échappe ainsi au risque d'un affrontement judiciaire. Le groupe américain s'engage aussi à améliorer la traçabilité de sa marchandise. Un accord satisfaisant pour les 10 États membres qui avaient porté plainte aux côtés de Bruxelles devant la justice américaine. Pour autant, la contrebande et la contrefaçon ne sont pas seulement des problèmes dans ces 10 pays, insiste la commissaire Michaela Schreyer. Elles le sont dans tous les États membres et nous voulons souligner que cet accord n'est pas de pure forme. La contrebande rogne à elle seule environ 10% du marché du tabac dans l'Union, un marché parallèle qui prive les gouvernements de centaines de millions d'euros de droits de douane et autres taxes. Autre phénomène en hausse, la copie de cigarettes de marque, comme l'explique le président de Philip Morris. Il n'y a pas de science exacte dans l'estimation de la contrefaçon, précisément parce que c'est un commerce illégal. Mais nos méthodes, optimisées en concertation avec l'OLAF, nous indiquent que cela concerne 1 à 2% du marché global, ce qui représente approximativement 720 milliards de cigarettes dans l'Europe élargie. Si Philip Morris a mis la main à la poche, un autre groupe américain, R.J. Reynolds, reste dans le collimateur de la Commission. Faute d'un accord similaire, une procédure pour blanchiment d'argent liée à la contrebande pourrait être tentée devant les tribunaux outre-Atlantique. La Constitution européenne sera finalement signée le 29 octobre, 3 semaines avant la date fixée auparavant. Un avancement proposé par la présidence néerlandaise et qui doit encore être accepté par les gouvernements. Tous à vos téléphones pour décrocher vos vacances ce matin sur France 3. Composez le 32 43, on se retrouve tout de suite. Bonjour, vous me reconnaissez, non? Je me présente, le champignon. J'adore vos ongles sous lesquels je me glisse pour les infecter. Pas facile de me déloger. Je suis bien caché, vous ne me voyez pas, mais je m'installe tranquille. Je fais mon trou avec mes copains. Et un jour, ça se voit. Alors, si vos ongles ressemblent à ça, jaunis, épaissis, c'est peut-être une infection due à un champignon. Et vous pourriez la transmettre. Demandez notre brochure conseil au 0810 062 032 et parlez-en à votre médecin. Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare. But who am I to judge the color of your hair? Surely y'all are feeling much the same as I do. Got to keep this world together. Got to keep it moving straight. Love like we mean forever, so the people can relate. If you're rolling to your left, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just might. Something for you. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 11 juillet, j'espère que vous êtes en pleine forme, nous sommes en direct, il est 6h. Faut bien visible. Qu'est-ce que...